Le street art est-il toujours un art de la rue? En tout cas, il a aussi désormais sa place au musée, et en particulier au musée des Beaux-Arts de Nancy. Alors, comment s'est effectué ce virage? Que s'est-il passé depuis les tout premiers graffitis dans les années 60 en France? Comment passe-t-on du statut de tagueur à celui d'artiste? Reportage en Alsace. De l'art à portée de regard, version fresque immense ou détail de mosaïque, tag express ou portrait léché, au cœur de la ville, à la campagne ou même sur le Rhin. Pour celui qui est prêt à lâcher l'écran de son smartphone et à lever le nez, l'art urbain est partout. Il est devenu viral, mondial, ça permet de toucher un maximum de gens, donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose d'intéressant et d'important dans ce mouvement. Sécuan, lui, écume les murs strasbourgeois depuis 2 décennies. Graffeur, ses œuvres sont résolument politiques et revendicatives. Mais le trentenaire est aussi enseignant-chercheur à l'université de Strasbourg. Alors nous lui posons la question, l'art urbain, c'est quoi? L'art urbain, c'est une série de pratiques qui prennent corps en fait, dans l'espace public. Ici, ça peut être zone rurale, comme les zones urbaines ou périurbaines. C'est des travaux qui peuvent se faire avec ou sans autorisation, mais qui sortent de l'espace de la galerie, de l'espace du musée, pour pouvoir s'imposer, jouer avec les codes de la cité. Et c'est justement ce que l'association Le Mur de Mulhouse défend depuis plus de 10 ans maintenant. Elle offre, toutes les 6 semaines, un pan de cette façade mise à disposition par les copropriétaires de l'immeuble à des artistes qui candidatent. Au départ, en réalité, il n'y avait pas encore cette histoire de street art. Aujourd'hui, tout le monde emploie ce mot. Au départ, c'était uniquement de sensibiliser le public et de partager, je dirais, cet art qui a été méconnu et qui a été considéré comme tout à fait à la marge de ce qui était présent dans les musées et autres. Depuis, plus de 100 œuvres se sont succédées sur cette pierre mulhousienne. Ce jour-là, c'est un artiste italien qui officie. Je peins des fleurs, des couleurs, des formes, parce que je veux rendre hommage au musée d'impression sur Étoffe. Je trouve ça super, moi, personnellement. Ça égaye, ça change, ça fait vivre la ville, voilà. Je trouve ça très beau. C'est merveilleux quand on embellit les façades des maisons. On est loin des débuts du graffiti et de la culture hip-hop, des graffeurs considérés comme des vandales, rejetés par la population. L'artiste mulhousien Slim Joe, qui vient jeter un œil sur l'œuvre en cours, porte un regard amusé sur l'évolution de l'art urbain depuis 20 ans. Tu auras le graffeur puriste qui voudra être que dans le vandal. Tu auras une partie qui va dire s'ouvrir au musée, c'est un peu retourner sa veste dans la culture. Mais en même temps, moi, je suis de la génération 90. Le hip-hop était mal vu. Du rap au graffiti, c'était une insulte quand on disait j'étais graffeur. Maintenant, bizarrement, c'est reconnu. Donc je me dis, je vais vers la bonne évolution en restant fidèle à mon art, tout simplement, je pense. L'art urbain est issu du graffiti qui naît à New York à la fin des années 60. La misère et le trafic de drogue explosent et sur les murs et les métros apparaissent des écritures, des signatures, on tag son blaze, on marque son territoire, bref, on exprime sa colère. Je pense que c'est même instinctif, c'est un peu comme les chiens qui marquent leur territoire en fait. Et finalement, si tu regardes l'humain dans les grottes, etc., il faisait un peu la même chose, quoi. Donc finalement, c'est un vieux mouvement, en fait. Des origines américaines que le graffeur strasbourgeois Jack El Diablo revendique et qui apparaissent dans ses personnages aux traits géométriques et stylisés. Celui-là incarne la culture hip-hop. C'est un b-boy grandeur nature, réalisé au Rhenus, avec autorisation, offerte au public et en musique. Mais le graphe vandal illégal existe toujours aujourd'hui. À Strasbourg, ils sont une quinzaine par génération à se succéder sur les bords d'autoroute, les friches industrielles ou les murs un peu tentants.
Dan 23, lui, grave depuis plus de 30 ans. Il a lui aussi commencé dans la rue. C'est une autre culture qui arrivait, quoi. Un peu comme quand le rock est arrivé, le punk, c'était absolument nouveau. Et puis, on n'avait pas la baraka. Hein. C'est clairement, les gens ne comprenaient pas. Et puis, en plus, c'était très revendicatif. On ne demandait pas l'autorisation. Et même s'il vit de son art aujourd'hui, il continue d'offrir son travail dans la rue. Comme ici, derrière une grande enseigne qui lui a d'abord envoyé la police. Je lui ai dit, allez sur mon site, regardez ce que je fais, et puis au lieu de me mettre une amende, laissez-moi une autorisation de pouvoir faire la fresque, et comme ça, j'ai pu faire tout le mur. Une pratique qui nécessite donc parfois de travailler vite. Et c'est justement pour avoir le temps que ce collectif de graffeurs orinois cherche des murs pour s'exprimer légalement et en toute liberté, comme ici sous un pont à Lutterbach. Coexistent ce jour-là portraits de femmes et travaillent sur le lettrage, l'origine du graffiti. C'est partir sur l'alphabet qu'on connaît tous en fait et lui donner un style différent, rajouter des phases pour que l'ensemble soit cohérent bien sûr et ouais, rendre l'alphabet qu'on connaît tous un peu plus stylé. Comme j'aime bien dire en fait, je fais danser l'alphabet, voilà. Un collectif coutumier du quai des pêcheurs à Mulhouse. Les murs sont à disposition des envies du moment, des envies qu'on peut essayer de canaliser. À la base, on a une espèce de schéma de couleurs qu'on essaye de respecter au maximum pour qu'il y ait une communion entre les peintures et que ça se respecte, quoi. Là, c'était chrome, mais il y en a qui n'ont pas respecté, comme d'habitude. Vous êtes autodidacte ou vous avez fait... La grande majorité, on est autodidacte, mais il y en a aussi qui sont arrivés par le biais des écoles d'art. Le rejet des habitants s'est transformé au fil des années en curiosité, voire en intérêt, au point que la ville de Mulhouse s'est emparée de l'engouement, offre des espaces aux artistes et propose même une visite guidée des œuvres visibles depuis les rues, et certaines sont très anciennes. Le street art à Mulhouse, ça s'inscrit vraiment dans une tradition qui est très ancrée ici. Il faut savoir que Mulhouse, au XVIe siècle, était une ville indépendante, donc elle n'était pas française. Par contre, elle était alliée au canton suisse, notamment pour tout ce qui était conquête militaire. Et c'est vrai qu'ils ont eu le goût de pouvoir afficher sur les façades des maisons, alors que ce soit leur exploit militaire, mais aussi tout ce qui faisait leur fierté, en fait. Une tradition donc à Mulhouse que d'afficher fièrement la couleur au vu de tous. Et ce n'est pas cette jeune fille, à la chevelure feuillage, qui nous contredira. Elle a été élue l'une des 100 plus belles fresques du monde via une application justement qui s'appelle Art Cities. Donc c'est vraiment une belle fierté quand même de l'avoir ici à Mulhouse. Une fresque qui se fond dans le paysage. Quand d'autres interpellent, habillent un quartier. À Colmar, les associations se mobilisent pour offrir des parcours visuels aux passants ou aux curieux, comme ici au Grill & Bright. Ce que j'aime, moi, dans l'art urbain, c'est qu'il y a cette notion qu'une personne qui n'osera peut-être pas aller au musée, qui n'osera peut-être pas aller dans une galerie, car elle ne se sent pas légitime, à n'importe quel moment, elle peut passer devant ses œuvres. Personne ne va les juger et ils auront leur propre avis sur l'œuvre. Et c'est ce qui me plaît, c'est la démocratisation de l'art. Franchement, ils sont super sympas. C'est agréable à voir. C'est plus gai, quoi. Quelque chose qui est plutôt joli, c'est agréable à voir. Et comme je suis là souvent, comme il y a mon école qui est juste à côté, ouais, c'est cool de voir ça tous les jours, quoi. Peut-être alors des candidats au franchissement de la porte d'une galerie. À 2 pas de là, justement, la Villa Chen, ouverte en 2018. Une galerie d'art entièrement dédiée au street art. Elle accueille en ce moment une exposition collective intitulée Pierre, papier, peinture, de l'art urbain sur des murs, mais encadré, rémunéré et pérenne. On sait que le graffiti est amené à être éphémère. Les œuvres, elles, qui sont faites en atelier, sont destinées à être conservées, entretenues. On espère qu'elles soient exposées dans des musées un jour. Mais en tout cas, il y a deux approches différentes qui sont totalement complémentaires. À condition qu'elles continuent de coexister. Jack El Diablo vit de sa peinture, mais il tient à ces espaces de liberté non rémunérés. C'est peut-être une des dernières formes d'art sur lequel il n'y a pas forcément d'intérêt financier, quoi. Sauf quand c'est une commande. Le fait est qu'elles se multiplient. Et Colmar, Mulhouse et Strasbourg ont chacune leur galerie dédiée à l'art urbain. Signe que ce mouvement prend de l'ampleur et qu'il fait vendre, après avoir été raillé, effacé, caché.
Mais est-ce pour autant une bonne nouvelle? Retrouvons notre universitaire qui s'interroge en même temps qu'il dénonce à la bombe les travers de nos sociétés. Aujourd'hui, il y a cette espèce de label street art qu'on va mettre sur toutes les productions plastiques qui peuvent se situer en extérieur. On va dire que c'est devenu une esthétique qui s'est mainstreamée, qui est devenue un des courants esthétiques dominants aujourd'hui et qui perd un peu de sa superbe. Dan 23 tient beaucoup lui aussi aux messages contestataires contenus dans les œuvres. Depuis quelques années, l'artiste strasbourgeois utilise son spray pour alerter sur l'urgence climatique. Pour moi, l'art, ça a deux fonctions. Un, faire du beau, effectivement, permettre d'accéder à l'émotion, et deux, se servir de son cerveau, d'avoir une réflexion. L'art, c'est également ça. Et malheureusement, dans le street art, c'est pas ce qui est en train de se passer. On fait plus de l'illustration qu'un message revendicatif. Un message écologique qui fait passer, même dans ses commandes, comme ici à Schiltigheim, sa contribution à l'embellissement de l'espace périurbain. Je trouve ça génial d'investir sa ville. Le fait de mettre des portraits, des oiseaux, j'intègre ma ville et j'essaie de la rendre un peu plus sympa, quoi. Donc je trouve ça génial et je pense que tout le monde devrait investir un peu sa ville, quoi. Parce que là, on parle de graffiti, mais tu peux écrire des mots, tu peux mettre des post-it, tu peux faire plein de choses. C'est ce que fait le festival Colors, qui naît à Strasbourg en 2018. Chaque année, des graffeurs venus de partout ajoutent des œuvres sur les murs, les façades et même les boîtiers électriques en partenariat avec la ville. Plus de 500 pièces sont ainsi accessibles à tous. C'est une vraie porte d'entrée, c'est clair, pour les gens qui ne s'intéressent pas du tout à l'art. On a des gens qui nous disent « moi j'aime pas l'art, mais ce que vous faites c'est cool, peu importe de l'urban art, du street art, du graffiti, peu importe comment on l'appelle. » Mais c'est une clé d'entrée pour moi aujourd'hui pour démarrer quelque chose, en tout cas un processus pour que les gens s'intéressent à l'art. La ville comme un musée à ciel ouvert, qui donne envie de pouvoir conserver quelques pièces, de mettre à l'abri des traces de ce mouvement qui dure maintenant depuis des décennies. Et quel plus bel écrin que les fortifications Vauban de Neuf-Brisac, à l'abandon depuis les années 50. Un terrain de jeu inépuisable pour les artistes à la renommée internationale qui ont répondu à l'appel de Stanislas Bellum, fondateur du MOSA, en 2018. Les œuvres qui sont dans la rue, par définition, sont effacées, soit par les services municipaux, soit par d'autres artistes qui les repassent, qui les toillent, comme on dit. Et se dire dans 20 ans ou 30 ans, mais quel dommage, il n'y a plus de traces de ces œuvres-là, ce serait terrible. Donc réouvrir cette vieille endormie, c'était assez incroyable. Et d'y faire venir de l'art urbain, du street art, qui match très très bien dans les lieux, ça fonctionne à merveille. Résultat, des milliers de visiteurs chaque année, scolaires, touristes et locaux. Et combien pour admirer la dernière de Jack El Diablo. J'oublie un tout petit truc, c'est que là, il y a une manche quand même. Il paraît en effet que le diable se niche dans les détails. Et une œuvre d'art de plus, à portée de regard pour qui veut bien voir. L'art urbain a décidément de belles lettres derrière et devant lui. L'expo est conçue comme un parcours de rue, mais nous sommes bel et bien dans une salle du musée des Beaux-Arts de Nancy. Ici, l'objet fétiche, c'est la bombe aérosol, celle sans qui l'histoire ne se serait pas écrite de la même manière. La bombe aérosol, conçue pour repeindre des voitures ou du mobilier de jardin, a été détournée par les artistes qui la trouvaient plus maniable qu'un pinceau et pot de peinture. Susana Gallego-Cuesta, vous êtes la directrice de ce musée. Comment on fait pour faire entrer l'art de la rue dans un lieu comme celui-ci sans lui faire perdre son âme quand même? On invite les gens qui le fabriquent à en parler. C'est peut-être le meilleur des moyens. Justement, montrer ce qui est dehors à l'intérieur, ça ne peut pas se passer juste en prélevant des morceaux du réel, parce que décontextualiser, ça casse aussi les choses. Donc le fait d'être attentif à l'archive, d'être attentive au témoignage historique fait partie de ces gestes-là. Et quand je dis inviter les gens qui fabriquent cet art à en parler, c'est ça aussi, c'est que les personnes concernées puissent être les premières à le médiatiser
musée, le porter dans le musée. Les faire venir dans ce musée, c'est aussi faire vivre ce musée au présent, c'est raconter l'histoire au présent, comme vous dites. Oui, essayer en tout cas un présent qui a quelques années, puisque... Oui, là on est plutôt dans les années 80. On est plutôt dans les années 80, devant ce mur. On a une histoire qui a une quarantaine, cinquantaine d'années que l'on raconte dans cette exposition. C'est donc un présent proche ou un passé proche, mais justement en invitant les commissaires, Nicolas Xélé et Patrice Poche, à proposer cette exposition. Que l'on verra tout à l'heure. Que vous verrez tout à l'heure, et qui eux-mêmes viennent de cette scène et qui se sont fait les historiens de cette scène. C'est une très bonne manière de faire revivre ce présent qui, pour beaucoup de personnes d'un âge un peu plus avancé que la vingtaine, est un présent qui a été le leur, et donc qui peuvent se reconnaître dans cette histoire immédiate. Alors vous êtes, je l'ai dit, directrice du musée des Beaux-Arts, et c'est vous qui êtes à l'origine des rencontres urbaines de Nancy. C'est quoi l'idée, c'est quoi l'objectif? Les rencontres urbaines de Nancy, comme leur nom l'indique, c'est justement de pouvoir se mettre ensemble pour parler de l'urbain et de ce que la ville représente pour nous tous et nous toutes, de ce qu'on fait de la ville, de ce qu'on y fait, de ce qu'elle nous fait aussi. Et donc que ça parte d'un musée, c'est peut-être un peu étrange, parce qu'on a tendance à se dire que les musées sont des chambres froides peut-être, ou en tout cas des lieux fermés aux influences du présent, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Ce sont des machines temporelles, certes, des objets qui traversent les siècles et qui peuvent très, très concrètement se rendre utiles pour penser le ici et maintenant. Et là, c'est tout à fait ce qui a fait dialoguer l'art classique et puis l'art très actuel. C'est ce qu'on essaye, d'essayer de faire communiquer les différentes scènes et les différentes manières de faire art, que ce soit avec une bombe à aérosol ou un pinceau, tout ça à sa place, puisque c'est comme ça que ça se fabrique, l'art d'aujourd'hui. Cette expo s'intitule Aérosol, une histoire du graffiti, car il s'agit véritablement de cela, une leçon d'histoire basée sur des archives, documents, photographies, témoignages de pionniers. Nicolas Xélé, vous êtes l'un des deux commissaires de cette exposition, vous êtes aussi graffeur, photographe, journaliste et vous documentez la scène graffiti depuis à peu près 30 ans. Trentaine d'années, ouais. Qu'est-ce qui vous motive? Ce qui nous motive, c'est d'abord on a commencé par documenter notre propre production, c'est-à-dire les graffitis qu'on faisait, on les prenait en photo pour en garder une trace puisqu'on savait qu'ils allaient disparaître. Donc ça a commencé comme ça et progressivement on a commencé à documenter un peu ce qu'il y avait autour de nous et surtout on voulait s'intéresser à ce qu'il y avait avant nous puisque ça avait disparu et que ça fait partie, on s'est inscrit dans cette continuité donc on avait besoin de créer des archives. En fait, voilà. Vous allez créer une plateforme numérique d'archives avec le contexte d'époque. Mais est-ce que c'est pas contradictoire avec cet art qui, vous le dites, est complètement éphémère? Ça n'existe plus, par exemple, ce qu'on a là derrière nous. Non, tout a disparu. Et les artistes sont très à l'aise avec ça, c'est-à-dire qu'ils produisent dans l'espace public tout en sachant que ça va disparaître. D'où l'importance d'une documentation qui est souvent produite par les artistes eux-mêmes pour garder une trace. Donc c'est un réflexe qu'a déjà l'artiste, la plupart des artistes l'ont en tout cas. Et donc nous, on essaye d'organiser ça de manière à ce que ce soit digeste. Pour mieux les conserver, par exemple, aussi. Pour un souci de conservation, parce que toutes ces photographies qui ont été prises dans les années 70, 80, 90, elles sont fragiles, elles disparaissent parfois au gré d'aléas de la vie. Et donc, on a besoin, nous, de les numériser, de les stocker pour en assurer la pérennité. Et pour mieux connaître l'histoire, parce que jusqu'ici, en fait, cette histoire, elle est connue à travers les artistes qui se sont fait un nom, notamment dans les galeries. Oui, ceux qui ont un travail d'atelier. Et beaucoup de gens ne sont intervenus uniquement que dans l'espace public, sont très importants pour ce mouvement, mais l'histoire les a oubliés. Et donc c'est important pour nous d'aller les retrouver et de retracer un peu toute cette grande aventure, parce que c'est une histoire très collective. Il y a énormément d'artistes qui ont donné lieu à plusieurs petits mouvements, les pochoiristes, les graffeurs, etc. Et donc l'histoire collective, ça fait d'ailleurs partie des valeurs fondamentales, c'est ça, hein? Tout à fait, oui. Justement, le marché de l'art et les galeries se concentrent sur des parcours individuels. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de remettre ça en perspective dans une grande histoire collective.